Bonjour, vous écoutez l'épisode 135 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes qui ne se retrouvent plus vraiment dans leur quotidien agité et qui aspirent à une vie plus épanouissante. Je les accompagne à revenir à leurs essentiels et à faire les choses davantage à leur manière, en se créant une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. À la clé, plus de joie, plus de sens et plus d'impact positif au quotidien. Avez-vous choisi le podcast ? Ce sont 3 formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en mouvement. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de vous partager ma conversation avec Marie de Henzel, psychologue, psychothérapeute et écrivaine. Nous avons enregistré cet échange suite à notre rencontre à Nantes en novembre 2021, à l'occasion de l'événement La mort si on en parlait, où Marie de Henzel intervenait. Dans ses livres et ses conférences, Marie de Henzel aborde avec clarté, ouverture et subtilité les questions de l'art de vieillir, de la fin de vie, de la mort et du deuil, en s'appuyant sur son expérience de terrain acquise auprès des personnes en fin de vie. En effet, en 1987, Marie de Henzel a intégré la première unité de soins palliatifs créée en France par François Mitterrand. Elle relate cette expérience singulière auprès des personnes en fin de vie dans un livre dont la préface a été écrite par François Mitterrand, La mort intime, publié aux éditions Robert Laffont. C'est d'abord par ce livre que j'ai découvert le travail de Marie de Henzel et son parcours. À mesure que le thème de la fin de vie et que le choix de vivre les yeux grands ouverts ont pris davantage d'espace dans mon univers, j'ai lu entre autres d'autres de ses ouvrages et j'ai découvert encore davantage son parcours. Les livres de Marie de Henzel sont arrivés jusqu'à moi quelque temps après le 31 juillet 2016, ce jour où j'ai accueilli le dernier souffle de mon grand-père, ce jour qui a changé ma vie d'une certaine manière, comme je le partage dans l'épisode « Monter le son de son intuition », l'épisode 24 d'Avez-vous choisi. Marie de Henzel fait partie des personnes que j'avais très envie d'interviewer pour le podcast « Avez-vous choisi » depuis quelque temps déjà, et la vie s'est joliment chargée de rendre cette rencontre possible. Pour moi, cette conversation avec Marie de Henzel, c'est une grande joie et un grand honneur. Son travail, son œuvre et son parcours de pionnière à bien des égards m'inspirent beaucoup. Et entendre cette femme que j'admire tant me dire combien elle avait apprécié notre échange à l'issue de notre conversation, ça m'a touchée. Au cours de notre conversation, Marie de Henzel et moi parlons entre autres de son parcours et des choix professionnels qui l'ont jalonné, de ses rencontres déterminantes avec 2 anciens présidents de la République, de son choix d'accompagner les personnes en fin de vie, du choix de vivre les yeux grands ouverts et de la manière juste d'y parvenir, du pouvoir des mots, du pouvoir des rencontres, du pouvoir des rêves, ou encore d'intuition, de heureux hasards, d'autorisation et d'invisible. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Marie de Henzel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi ? Nous allons parler du choix, bien sûr, à travers votre parcours et à travers les sujets et les questions qui vous animent. Donc, vous êtes psychologue, psychothérapeute et écrivaine. Dans vos ouvrages, vous adressez les questions de la fin de vie, du vieillir, du grand âge, dans lesquelles, à partir de votre expérience et des rencontres qui ont nourri votre parcours jusqu'ici, vous soulignez l'importance de vivre avec les yeux grands ouverts jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Donc c'est un sujet sur lequel nous allons revenir. Mais j'aimerais commencer par votre parcours, car en préparant cet échange, j'ai découvert que vous étiez angliciste de formation.
Mhm. puis que vous vous étiez formé à la psychologie clinique. Et voilà, après, on connaît un peu mieux le chemin qui a été le vôtre ensuite. Mais je suis curieuse de savoir comment s'est construit votre parcours, comment est-ce qu'on passe de l'anglais à la psychologie, à la psychothérapie et à l'accompagnement des mourants. Quelle place tient le choix dans tout ça? Il tient une place importante, évidemment. Euh, c'est vrai que les premières études que j'ai faites étaient des études angliciste. J'ai fait une école de traduction et d'interprète. D'ailleurs, ça m'a permis de traduire de l'américain 2 livres, puisque cette compétence de la traduction, évidemment, je l'ai gardée, même si je n'ai pas vécu de ce métier-là. C'était mes premières études ont été de faire l'ISIT, l'Institut supérieur d'interprétation de traduction de la Cato. Ensuite, évidemment, j'ai fait aussi une maîtrise d'anglais qui m'a permis d'enseigner aussi l'anglais. Donc, j'ai été d'abord traductrice et prof. Et puis, lorsque j'étais enceinte de mon deuxième enfant, mon fils Édouard, j'ai eu une grossesse qui était un peu difficile, où j'ai dû m'allonger pendant assez longtemps parce que je risquais une fausse couche. Et donc, j'ai beaucoup lu. Et dans les lectures que j'ai faites, il y a 2 lectures qui m'ont beaucoup touchée, beaucoup bouleversée. C'est à la fois les lectures de Françoise Dolto et puis les lectures de Jung. Et en sortant, enfin, quand cet enfant est né, je me suis dit, tiens, j'ai envie de changer de métier. Je ne vais pas être professeur toute ma vie. Je voudrais devenir psychanalyste. C'était quand même 2 psychanalystes qui m'avaient beaucoup influencée pendant cette grossesse. Donc, j'ai effectivement, quand cet enfant est né, j'avais donc 2 enfants, un métier de prof d'anglais, et je suis retournée à la fac pour faire justement des études de psychologie clinique. Parce que j'aurais pu évidemment être psychanalyste. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient psychanalystes sans passer par l'université. Mais je m'étais dit, et je pense que j'ai eu raison, qu'un jour ou l'autre, on demanderait un diplôme universitaire pour pratiquer la psychothérapie, la psychologie. Et j'avais raison parce qu'effectivement, plus tard, il y a eu de gros problèmes autour du métier de psychothérapeute. Et j'ai été évidemment protégée de tout cela puisque j'ai un diplôme universitaire, un DESS de psychologie clinique. Donc, c'était évidemment un choix et un choix qui était exigeant parce que c'était pas facile à la fois de mener une vie de mère de famille, de continuer à travailler, j'en avais besoin, donc le métier que j'avais, et puis de retourner sur les bancs de la fac. Voilà. Donc, et puis après, le reste, c'est évidemment le reste après a été, c'est vrai, une succès. Alors, une alternance, je dirais, de, d'événements qui sont venus vers moi, et puis évidemment des moments où il a fallu effectivement faire des choix. Euh, Plus tard, quand effectivement, dans ma carrière de psychologue, j'ai travaillé dans des domaines très différents, de l'accompagnement des femmes qui attendaient un enfant et qui faisaient des demandes d'interruption de grossesse. Au début, c'était dans le contexte de la loi Veil en 75, qui prévoyait des entretiens avec une psychologue. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Ensuite, j'ai travaillé en psychiatrie lourde. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu cette période où j'ai rencontré François Mitterrand et où il m'a proposé de rentrer comme la première psychologue en soins palliatifs. Et là, j'ai bien sûr, je veux dire, ça a été un choix. Il a quitté, enfin, ça n'a pas été un choix très difficile parce que je sentais bien que ce qui m'était offert, c'était explorer une voie qui était totalement méconnue, puisque nous étions pionniers. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est venu vers moi et puis qu'en même temps, j'avais qu'à acquiescer à cette. Donc, j'ai toujours eu l'impression à la fois bien sûr, de faire des choix, il faut toujours faire des choix quand on avance dans la vie, hein, mais en même temps que beaucoup de choses sont venues vers moi. Hmm.
Et donc effectivement, vous mentionnez cette première unité de soins palliatifs en France que vous choisissez de rejoindre en 1987 suite à la proposition donc, de François Mitterrand. Pourquoi ce choix de travailler quotidiennement auprès des mourants et surtout, qu'avez-vous appris de plus précieux grâce à l'empreinte que tous les mourants que vous avez accompagnés vous ont laissée? Alors, bien sûr, ce qui m'a beaucoup motivée, c'est l'expérience pionnière. Hein. Personne ne faisait ça en Europe. Et donc, rejoindre une équipe qui avait choisi justement ce travail pas évident du tout à l'époque, qui était d'accueillir des personnes qui étaient condamnées par la médecine et pour les aider à être le plus vivant possible dans le temps qu'il leur restait à vivre, de pouvoir vraiment, je dirais, être arrivé justement conscient à leur mort, sans souffrir, en étant accompagné, enfin toutes les valeurs de l'accompagnement qui ont été mises en place, ça me paraissait un projet mais superbe parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans les hôpitaux, on mourait mal, on mourait souvent euthanasié, je dirais, d'une manière totalement illégale et cachée. Il y avait je dirais, on mettait les mourants derrière des paravents dans les hôpitaux. Ils étaient abandonnés. Je sentais que sur le plan humain, c'était vraiment une catastrophe. Et donc, cette volonté d'introduire les soins palliatifs un peu sur le modèle québécois, parce que c'était le seul modèle qu'il y avait à l'époque, m'a paru vraiment, c'était tellement pionnier que le fait de travailler au contact de la mort, ça devenait secondaire. C'était d'abord s'occuper de vivants, de gens, d'humains qui vivaient les moments les plus, je dirais, les derniers moments de la vie, mais qui sont des moments extrêmement importants. Je l'ai découvert justement, vous me demandiez ce que j'ai découvert, c'est que ces derniers moments sont des moments qui comptent. Ce sont des moments dans lesquels la personne s'achemine vers sa fin. Elle le sait ou elle le sent, peut-être elle ne sait pas toujours intellectuellement, mais elle le sent, et elle a besoin je dirais, de transmettre à ceux qui sont près d'elle l'essentiel de son expérience, l'essentiel de ses valeurs, de son amour, ce sont des moments forts, des moments inoubliables. Et je me suis rendu compte que trop souvent, on passe à côté de cette expérience, et je le sais aujourd'hui, d'autant plus que pendant tout le grand confinement, on a privé les gens de cette expérience tellement importante, et on voit bien les dégâts que cela a occasionné. Donc, je sentais à quel point cette humanité donnait toute son importance à ce choix que j'avais fait. C'était d'abord un choix humain, et je ne l'ai jamais regretté. Et je continue à dire qu'il ne faut pas passer à côté de cette expérience que tout le monde fera un jour, hein, d'accompagner un proche, si on ne nous en empêche pas. Et donc, je dis, ne passez pas à côté de cette expérience, parce que c'est une expérience qui nous modifie, qui nous transforme, qu'on n'oublie jamais, et qui nous permet nous-mêmes de nous préparer à notre propre mort. Et alors justement, comment s'assurer de ne pas passer à côté? C'est-à-dire, quelles sont les conditions qu'il vous paraît juste de créer? Parce que je suis toujours sensible dans vos prises de parole, à travers vos livres, vos conférences, sur le fait de ne pas transmettre des recettes toutes faites, mais plutôt de proposer une posture qui serait une posture de l'ordre de l'authenticité, de la responsabilité, de la conscience de ce qui se passe et de ce qu'on peut accompagner ou pas. Donc, je suis curieuse de savoir, une fois qu'on a posé ça sur le fait qu'à travers votre expérience, l'expérience de tous les soignants, tous les accompagnants qui accompagnent ces moments de vie vers la fin, comment est-ce qu'on s'assure de ne pas passer à côté ce qu'on peut vivre avec et pour les autres, mais aussi à côté de sa propre mort? Oui, alors, comme vous le dites très justement, c'est vrai que je ne donne pas vraiment de recettes, hein. Je m'appuie beaucoup sur les expériences que j'ai vécues, sur ce qui est, pour que chacun sente à quel point c'est important. Mais vous savez, je crois que tout être humain a une conscience, évidemment. Elle est une intuition aussi.
Et nous sentons bien au fond de nous que c'est important. Je crois que j'ai souvent dit aux gens, mais faites confiance à ce que vous sentez au fond de vous. Vous savez très bien ce qu'il faut dire ou faire. On n'a pas besoin de vous le dire. Si vous interrogez votre intériorité, au fond de vous, vous savez bien les mots qu'il faut dire, les gestes qu'il faut avoir. Faites-vous confiance. Allez-y. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas de mots, de phrases toutes faites et de mots. C'est chacun qui doit suivre son cœur, en fait. Le cœur qui dicte évidemment ce qu'on vient de faire dans ces moments-là. Donc, j'ai senti que les gens avaient plus besoin d'une permission de faire ce qu'ils sentaient, hein, plutôt que d'autre chose. C'est allez-y, faites confiance à ce que vous sentez. Vous avez écrit un livre qui, je crois, est peut-être un peu moins connu que tous les autres que vous avez écrits, qui a le choix au cœur de son titre et de son sujet, qui s'appelle « J'ai choisi de me battre, j'ai choisi de guérir », que vous avez écrit avec Claude Pinault, donc qui a été diagnostiqué avec une maladie qui le condamnait à des douleurs intenses et voire même à finir sa vie dans un fauteuil roulant. C'est un livre qui parle du choix et dans le souci de reprendre le pouvoir sur soi. Ça parle justement de responsabilité, de curiosité et d'exploration des ressources insoupçonnées du corps humain. Dans ce livre, du coup, où Claude Pinault partage son parcours de malade, hein, où il va tester des pratiques pour être acteur de son combat, pour chercher des clés finalement pour guérir son corps, j'ai perçu combien vous étiez curieuse justement d'aller questionner, d'aller chercher ici aussi, non pas des recettes toutes faites, mais ce qui anime finalement une personne à qui on dit c'est terminé, globalement c'est un peu ça, vous allez vivre mais dans d'atroces souffrances et voilà, le diagnostic est posé et vous entrez dans une forme de passivité. Et non, cette personne-là choisit de reprendre, finalement choisit la lueur plutôt que la noirceur des annonces. Qu'est-ce que vous avez retenu de particulièrement marquant? Pour reprendre un terme que vous avez employé, quelle est l'empreinte que cette rencontre et que ce livre a laissé en vous? Alors, j'ai rencontré Claude Pinault par hasard hein, dans un salon du livre où il parlait. Il avait écrit un livre sur ce syndrome de Guillain-Barré dont il était atteint dont il avait été atteint et ce livre qui s'appelle Le syndrome du bocal, je crois. C'était, je l'ai entendu parler de ce livre et évidemment j'ai tendu l'oreille, j'ai voulu le rencontrer. Nous nous sommes parlé, j'ai trouvé et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme qui sentait justement au fond de lui que ça ne pouvait pas, que ce diagnostic qu'un médecin avait posé. Mais là encore, c'est intéressant parce qu'un médecin lui a dit, voilà, tu passeras le reste de tes jours dans un fauteuil roulant parce que quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Ça veut dire effectivement son axone était atteint et puis un autre médecin est venu ensuite, et c'est ça qui est intéressant, et a eu un autre discours. Il lui a dit, tu sais, nous ne savons si peu de choses de cette maladie. Nous ne connaissons pas tout, nous les médecins. Il y a le mystère des corps, il y a le mystère de cette maladie est assez mystérieuse. Eh bien, il lui a dit, montrez-moi de quoi vous êtes capable. C'est une phrase extraordinaire quand même. C'est-à-dire, il lui rend au fond le pouvoir sur lui-même. Et cette phrase-là, c'est grâce à cette phrase-là que cet homme qui était intelligent et qui s'est dit, moi je n'ai pas aucune envie de passer le reste de mes jours paralysés, je vais vraiment me donner les moyens d'explorer tout ce qui est possible avec beaucoup de volonté, hein, beaucoup de détermination, mais c'était évidemment un choix, comme c'est ça le titre, j'ai choisi de guérir, j'ai choisi de me battre. Montrez-nous ce dont vous êtes capable. Mais il y a eu cette permission, au fond, qui a été donnée par un médecin. Parce que je pense que c'est très difficile pour ceux qui sont dans des situations similaires de choisir de se battre et de guérir si l'ensemble des médecins ont un diagnostic complètement sombre. À ce moment-là, je pense que c'est très difficile. Et là, on lui a, au fond, tendu la perche.
Alors après, bon, il y est allé de. Ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est quelqu'un qui n'avait aucune connaissance de tous ces moyens qui existent, l'hypnose, tous les moyens qui permettent justement de, je dirais, d'accompagner ce désir de vivre. Et puis, bon, il a exploré lui-même, c'est-à-dire au fond, il s'est transformé en chercheur. Il a cherché dans toutes les directions. Mm. Il était servi par une personnalité aussi, c'est un entrepreneur, hein, donc une personnalité volontaire aussi, et puis capable aussi de se soustraire au pessimisme ambiant, parce que sa famille elle n'était pas aidante. La famille se disait, il est dans le déni de la maladie. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Donc la famille n'était pas soutenante. Il Mm. fallait aussi, je dirais, se dire je suis seul contre tous avec cette volonté de m'en sortir. Bon, Oui. et la réalité, c'est qu'effectivement, il s'est remis à bouger, c'est-à-dire que l'axone a repoussé. Alors, les médecins ont dit que pour qu'il repousse, évidemment, ça veut dire qu'il y avait un tout petit bout qui était resté. Donc, à partir de là, et on le sait au fond, hein, le psychisme, notre esprit, peut aider des cellules à se, par exemple, dans ce cas-là, à se reconstituer. On sait que aujourd'hui, on sait que le cerveau refait des connexions. C'est quelque chose que l'on sait maintenant. Donc, on dit beaucoup, on disait des personnes âgées qu'elles avaient un stock de neurones qui s'épuisait avec l'âge. C'est faux. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux, que le cerveau adore faire des nouvelles connexions, mais bien sûr, il faut pour ça aussi, je dirais, être dans cet esprit de découverte, d'ouverture, de Mm. recherche. C'est vrai que ce que je trouve intéressant dans le cas de Claude Pinault, c'est qu'effectivement, finalement, il a eu deux avis. L'un qui finalement faisait s'abattre la fermeture, c'est-à-dire tout s'arrête et voilà, le diagnostic est posé, et un autre médecin qui a proposé lui l'ouverture, et finalement les deux options étaient possibles et il a choisi pour le coup de s'autoriser, on retrouve cette notion d'autorisation que vous évoquiez tout Oui, à l'heure, de s'autoriser à réactiver son potentiel et à réactiver finalement ce qui était déjà dans son fonctionnement, probablement. Vous évoquiez le fait que c'est un entrepreneur, donc ça a réactivé l'ouverture du champ des possibles, ça a réouvert son envie d'aller explorer autrement et d'aller presque chercher à démontrer que c'était possible, qu'il y avait probablement une solution à aller trouver autrement. Je trouve ça oui, très intéressant. c'est ça. Et donc, ce livre est vraiment, et d'ailleurs c'est mentionné, je crois, en ces termes dans le livre, à un moment donné, c'est un livre qui souligne l'importance et le pouvoir des mots et le pouvoir des rencontres. Et je trouve ça très joli, cette formulation, et je crois que par rapport à votre parcours, vous l'avez un petit peu mentionné déjà, le pouvoir des rencontres, vous avez eu quand même dans votre vie des rencontres assez extraordinaires. Je ne sais plus dans quel livre je lisais que vous aviez à 16 ans, je crois, rencontré le général de Gaulle. Euh, voilà, quand même, à 16 ans, et que en plus vous avez déjà à 16 ans, avec le général de Gaulle, évoqué cette notion de mort, cette notion de détachement. Je trouve ça assez extraordinaire que dès 16 ans, ce sujet-là soit déjà apparu avec une grande figure d'État. Oui. Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre et de peut-être nous partager ce moment et cette discussion qui a eu lieu entre vous? Oui, je dois dire que sur le moment, je n'ai pas du tout compris l'importance de ce qui se passait. Je l'ai compris que plus tard, beaucoup plus tard, bien que mon père, à qui j'ai raconté ce qui s'était passé, m'avait dit, j'avais vu à sa réaction qu'il trouvait ça extraordinaire. Effectivement, donc j'étais à l'époque élève des maisons d'éducation de la Légion d'honneur où j'étais en terminale et tous les ans il y avait un déjeuner à l'Élysée de la chancellerie de la Légion d'honneur et il y avait 8 élèves invités, je faisais partie du lot des 8 élèves invités. Et donc, déjeuner, donc grand déjeuner à l'Élysée. Après le déjeuner, le général de Gaulle nous fait un peu une explication des tableaux qui sont dans ce qu'on appelle le salon des portraits. Et là, on nous sert du café. Et à un moment donné, je me trouve en face de lui alors qu'il a sa tasse de café, j'ai la mienne, et il s'adresse à moi. Il y avait personne autour, nous étions face à face, il s'adresse à moi
Et il me dit, vous savez qu'il y a une légende orientale que j'aime beaucoup et euh, cette légende dit que lorsqu'on arrive dans la deuxième partie de la vie, je me souviens de ce mot de deuxième partie de la vie, il y a, il y a un très joli rituel qui consiste à donner euh, chaque année un objet que l'on aime à quelqu'un que l'on aime. Et avait-il rajouté, c'est un rituel de détachement. Et puis, il m'avait regardé, puis il m'avait dit, mais je le pratique. Puis il s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Donc, ça a duré, vous voyez, une ou deux minutes, hein, c'était assez court. Euh, et je n'ai pas compris du tout ce qui m'arrivait. Bon, donc il y a eu la réaction de mon père. Et puis, beaucoup plus tard, des années plus tard, je me suis retrouvée à l'Élysée aussi avec un autre homme d'État dans le même salon. Et un homme d'État dont je savais qu'il était atteint d'une maladie incurable et à qui j'avais pu faire cette réponse quand il m'avait dit on m'a donné peu de temps à vivre, où je lui avais dit mais qui peut vous dire le temps qui reste à vivre, puisque ce temps dépend de son désir de vivre, de ce que l'on a encore à faire sur Terre, et j'avais rajouté les forces de l'esprit. Et j'ai su, en voyant son regard à ce moment-là, que j'avais eu la réponse qu'il attendait. Donc, ça a noué notre relation, cet échange a noué notre relation qui a duré jusqu'à sa mort, hein, pendant 12 ans. Ah oui. Donc, effectivement, alors j'ai un de mes amis psychiatres qui m'a dit un jour, à qui je racontais ça, parce que j'étais quand même, il m'avait dit, mais sais-tu que le général de Gaulle était médium, notoirement médium? Alors, je ne le savais pas. Il m'a dit, c'était notoire. Quand il rencontrait quelqu'un, il voyait le devenir de cette personne. Alors là, ça m'a évidemment éclairée, parce que je me suis toujours demandé pourquoi il avait choisi de raconter cette histoire à une jeune fille de 16 ans qui était devant lui. Voilà. Oui, et surtout un sujet qui semblait un peu surgir de nulle part et qui est Absolument, arrivé, qui est passé comme un nuage. sans aucun lien avec tout ce qui s'était dit avant, comme ça. C'était effectivement, je n'ai pas compris sur le moment. Mais... Alors, la deuxième rencontre que vous évoquez, c'est celle avec François Mitterrand, effectivement. Et ce que je trouve là aussi très intéressant dans cette rencontre, c'est la place de l'intuition. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance de l'intuition et de s'autoriser à suivre ce que nous dit le cœur et à honorer finalement ce qui nous semble juste. Là, finalement, l'histoire aurait pu s'en tenir là, c'est-à-dire à cette rencontre dans ce salon de l'Élysée où vous auriez eu ces mots qui, vous le sentez, avaient résonné, mais vous avez choisi pour le coup d'écrire à François Mitterrand suite à cet échange, mais surtout à ce regard, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce que ça vous a appris déjà, ça a ouvert toute la relation que vous avez eue ensuite, mais qu'est-ce que ça a nourri en vous, cette audace que vous avez eue de poursuivre cette intuition que vous aviez? De faire confiance à son intuition, bien sûr. Je pense que ça, oui. J'ai fait là l'expérience à la fois de suivre mon intuition, mais aussi de faire confiance à un événement dont je ne pouvais absolument pas, que je ne pouvais pas imaginer, cette rencontre. Et je me suis dit, il m'arrive quelque chose quand même de tellement extraordinaire que je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est de me laisser porter. Donc j'ai fait ce choix aussi, de ne pas maîtriser ce qui allait se passer. Je me suis dit, je me laisse guider. C'est vraiment un choix que j'ai fait parce que je ne savais pas du tout où ça allait et je me suis laissée effectivement guider. Et d'ailleurs, dans cette rencontre, c'est toujours François Mitterrand qui proposait les rencontres. Quelquefois, je l'ai invité et il a répondu à certaines invitations, mais je veux dire que c'est lui, je me laissais conduire, voilà. Ça a été là vraiment un choix que j'ai fait en me disant que c'était la seule position juste à avoir par rapport à quelque chose qui m'arrivait que j'aurais jamais pu imaginer. Et en même temps, vous avez, comme vous l'avez dit, choisi de faire votre part du chemin, c'est-à-dire d'écrire cette lettre qui aurait pu rester sans réponse, mais vous avez eu cette audace. Alors, je l'ai fait à la suite d'un rêve, parce que j'ai eu un rêve. Le rêve, justement, le rêve, c'est quand même
je dirais, moi je suis jungienne, hein, c'est vient de cette part de ce savoir du dedans que nous avons. Moi j'aime beaucoup cette expression qui vient des enfants, le savoir du dedans. Nous avons un savoir du dedans dans notre inconscient. Et les rêves, évidemment, c'est une façon d'être en contact avec. Alors, c'est à la suite d'un rêve. Et dans ce rêve, je me trouvais avec lui. Je me trouvais. Je l'avais déjà rencontré, hein, mais je me trouvais avec lui et nous devions plonger dans une canalisation et remplie d'eau et suivre tout un chemin parce que, disait-on dans le rêve, je savais respirer sous l'eau. C'est quand même assez, je dirais, un rêve un peu étrange. Alors, évidemment, j'ai associé, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire respirer? Il y a la racine spire, spirituelle, c'est le souffle, c'est trouver son souffle, alors que c'est un chemin qui est peut-être dans lequel on pourrait mourir, puisque si on ne respire pas sous l'eau, on meurt. Donc, je me suis dit, j'ai quelque chose à faire avec cet homme. Le rêve me l'a dit. Donc, c'est pas parti de rien. C'est parti d'une intuition, quand même, d'un rêve. Et c'est ce rêve, d'ailleurs, que j'ai communiqué pas longtemps après à François Mitterrand pour qu'il, voilà, il a très bien compris quelle était la nature de notre relation. Et alors, parmi les discussions justement que vous avez avec François Mitterrand, se pose régulièrement cette question autour de comment vivre les yeux grands ouverts jusqu'au bout, et comment est-ce que pour mourir, pour s'abandonner sereinement à la mort, c'est important de vivre dans l'épaisseur de vie, dans l'épaisseur du trait de notre vie. Concrètement, vous, comment y parvenez-vous au quotidien à être dans cette attention à l'épaisseur du trait et non pas à la surface de la vie? Bon, évidemment, à la fois mon métier de psychothérapeute, de psychologue clinicienne, de jungienne, je veux dire, j'ai appris à être à l'écoute donc de mes rêves, donc de ma profondeur. Je veux dire, je vis avec l'idée de la profondeur depuis très longtemps, hein, bon, bien sûr, je suis aussi comme tout le monde, je surfe à la surface des choses aussi, bien sûr. Maintenant, je me rends compte en vieillissant, c'est peut-être aussi un des effets positifs de l'âge, c'est que nous sommes invités à un voyage vers l'intériorité. Voilà, c'est quelque chose qui s'approfondit de plus en plus. Je pense que c'est ce qui donne du sens à l'âge d'ailleurs, parce que continuer à surfer à la surface, ça vous confronte très très vite à des déceptions, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, il y a des choses, évidemment on change, on évolue en vieillissant, donc on n'a pas d'autre choix en fait que de s'approfondir. Ça voilà, donc je suis aidée, je pense, je pense par le fait même qu'à mon âge c'est ça qui m'intéresse, donc je peux dire que ça se fait presque naturellement, en fait. Alors, votre dernier ouvrage porte le titre « Vivre avec l'invisible ». Et pour reprendre le sous-titre de votre livre, en quoi vivre avec l'invisible est essentiel ? D'abord, je reprends cette phrase de Rilke qui était citée par Stéphane Hessel, qui m'avait cité il y a très longtemps, qui dit « J'ai le sentiment d'être encadré par l'invisible dans lequel se trouvent des anges ». Il y a cette phrase qui m'avait beaucoup frappée. Je m'étais dit, mais c'est vrai au fond, nous sommes encadrés d'invisible. Et la définition toute simple, c'est ce que l'on ne voit pas. Bien sûr, il y a ce qu'on voit, puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et je me suis intéressée à ce qui relevait de l'invisible dans l'écoute de mes patients, dans l'écoute de mes amis. Chaque fois que nous évoquions le sujet, j'ai été à l'écoute de moi-même, d'ailleurs, aussi, de tout ce lien que j'ai aussi avec l'invisible et qui est un lien multiple. Par exemple, je vous parlais des rêves. Le rêve, évidemment, c'est une manifestation de l'invisible. Hein.
les intuitions aussi, ça en fait partie. Mais il y a aussi le lien qu'on peut avoir avec ce que j'appelle ma bande d'invisibles, Ah oui. avec, avec des personnes que j'ai investies comme ça j'ai une relation avec à la fois des peut-être, je dirais, des figures spirituelles, mais aussi des personnes qui ne sont plus là. Je me souviens que quand je travaillais en soins palliatifs, beaucoup de personnes que j'ai accompagnées m'ont dit, beaucoup, hein, m'ont dit quelque chose comme bah, quand on sera de l'autre côté, Marie, on vous aidera. C'est-à-dire que j'ai eu des promesses d'aide de personnes que j'ai accompagnées dans les derniers moments et j'ai toujours pris ça au sérieux. Et quand je fais une conférence, par exemple, une conférence surtout sur le sujet qui traite de la mort, autour de la mort. Souvent, vraiment presque systématiquement, j'ai une pensée vers ces personnes que j'ai accompagnées en leur disant, ben voilà, c'est le moment, mettez dans ma bouche les mots justes qui me permettent justement de transmettre quelque chose de l'expérience que j'ai vécue grâce à vous. Parce qu'au fond, si je peux parler de la mort, c'est bien parce qu'il y a eu des mourants. Et donc, et je leur demande de l'aide. Et j'ai l'impression d'en recevoir, bien sûr. Alors, et puis il y a aussi, je dirais, ce champ de l'invisible m'a semblé très, très vaste. Il m'a semblé naturel, surtout, euh, normal, et pas surnaturel, et pas anormal ou paranormal. Ça m'a semblé être quelque chose que beaucoup de gens vivent, et j'en ai la confirmation aujourd'hui avec la sortie de ce livre. Si vous saviez le nombre de gens qui m'écrivent en me donnant des témoignages, en me disant mais moi aussi ce genre de choses m'arrive. Et toutes ces personnes sont structurées, elles ont les pieds sur terre, elles ont un rapport au moi-même, je dirais, je suis dans le réel. Donc on est à la fois structuré dans le réel, on est dans la rationalité, puisque c'est ce qui nous gouverne. Mais on a une part d'irrationalité en soi, et c'est une part qui est humaine, normale. Ce que je trouve très intéressant dans votre livre Vivre avec l'invisible, c'est justement que vous ne cherchez pas à démontrer quoi que ce soit, mais que vous êtes dans le partage de récits d'expériences. Et finalement, voilà, il n'y a pas à dire est-ce que ça existe ou pas, c'est vraiment quelque part un art de la relation que vous traduisez dans votre livre, c'est-à-dire comment est-ce que chaque individu a la capacité d'être en lien avec des alliés, voilà, une bande d'invisibles comme vous les décrivez. Et j'aime beaucoup cette notion d'allié qui fait qu'on peut aller chercher ressources finalement au-delà de nous-mêmes, et que ce lien avec l'invisible, c'est finalement comment est-ce que je crée des espaces en moi et avec autre chose à l'extérieur de moi, mais en connexion avec moi-même. Et je trouve que c'est très joliment proposé dans une palette en plus de possibilités d'expression de cet invisible. Et vous soulignez justement dans votre ouvrage la possibilité, voire même l'importance d'entendre et d'écouter ces fameux alliés invisibles, notamment pour prendre des décisions qui soient justes pour soi-même. Est-ce que alors vous avez pris l'exemple de ce rêve qui vous a invité à prendre contact plus précisément avec François Mitterrand, mais est-ce que vous avez des exemples, des anecdotes qui vous concernent ou qui vous ont été relatées de ce moment, d'une expérience avec l'invisible qui a nourri une décision juste? Oui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Il y a ce que je trouve assez amusante, d'ailleurs, de cette amie qui me raconte qu'il travaille dans une grande entreprise américaine et il rêve que son supérieur hiérarchique lui dit dans le rêve You should find another job. Il faudrait que tu trouves un autre métier. Et il se réveille, il trouve ça très étrange que son supérieur hiérarchique l'incite à trouver autre chose. Et il a comme une intuition que quelque chose est en train de se tramer. Et son intuition fait, c'est quand même extraordinaire, qu'il va à son bureau et il vide son ordinateur. Il ne sait pas pourquoi il fait ça, mais c'est comme si il était poussé à le faire, poussé à le faire à la suite de ce rêve.
Et de cette prémonition que quelque chose se trame, il vide son ordinateur. Le lendemain, son supérieur hiérarchique le convoque et lui annonce qu'il est viré. Sans aucun motif, c'est-à-dire d'une manière très brutale, comme ça arrive malheureusement parfois dans le monde de l'entreprise. Et il lui dit, mais on va négocier quand même. Je vais pas partir comme ça. Non, non, vous partez tout de suite même. Vous ne retournez même pas dans votre bureau. Bon. Et le lendemain, son supérieur hiérarchique l'appelle et lui dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez vidé votre ordinateur? Et il lui dit, peut-être qu'on peut négocier maintenant. Donc, vous voyez, c'est un exemple, mais assez amusant finalement, d'un rêve qui allié à une intuition qui se passe quand même quelque chose de pas normal, fait qu'il a il va directement au geste juste qui lui a permis justement de négocier son départ. Parce qu'il avait évidemment dans son ordinateur, ce qu'il avait vidé, c'est qu'il y avait effectivement, il avait mis sur un autre ordinateur, son ordinateur personnel, les données qui étaient nécessaires, qui étaient importantes pour l'entreprise. C'est un exemple. Très intéressant, effectivement. Dans ma conversation que j'ai enregistrée avec Annick de Souzenel, que vous connaissez bien, Annick de Souzenel m'a dit qu'il y avait 2 étapes dans la vie. Une étape où l'on croit choisir et une étape où l'on est choisi. Alors c'est marrant parce que ça vient résonner avec l'anecdote du général de Gaulle qui vous parlait de cette 2e période de vie. Qu'en pensez-vous de cette idée qu'on croit choisir dans un premier temps et que finalement on est choisi? Elle est très juste. Oui, elle est très juste. Et peut-être que c'est bien aussi qu'on croit choisir au départ parce qu'il faut bien aussi se structurer. Donc, il faut bien s'interroger sur ce qu'on a envie de faire, sur d'ailleurs, on croit choisir parce qu'on est guidé aussi par ses goûts, par ce qui vous attire, par le métier qu'on veut faire. Donc, il faut agir. Hein. D'ailleurs, Jung dit que dans la première partie de la vie, l'énergie est mise sur le moi, et le moi, c'est le maître des décisions. C'est le maître, on décide avec son moi. Hein. Donc, on croit effectivement choisir, et ça correspond à. Et puis, en fait, peut-être on s'aperçoit au fil du temps, en fait, que non, on a été choisi. Hein. Mais effectivement, peut-être que pour que les choses évoluent, se réalisent, il faut être dans cette illusion. Et alors, vous diriez que vous avez été choisi, pourquoi? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous mettez en mots ce qui vous guide ou ce qui vous guide peut-être? Alors moi, je trouve j'utilise beaucoup dans mes séminaires cette expression qui vient du Japon, l'ikigai. L'ikigai, c'est ce qui fait ce qui donne du sens à sa vie. Et les Japonais, moi je travaille beaucoup avec ça, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime faire, pourquoi je suis compétente, pourquoi je peux être rémunérée, et est-ce que ces 3 choses font que j'apporte quelque chose à la communauté humaine. C'est ça. Je crois que actuellement, dans le choix des choses que j'ai envie de faire, parce que quelquefois je suis obligée de dire oui, je dis oui ou non, je me laisse guider par mon ikigai. Est-ce que j'aime? Est-ce que je suis compétente? Est-ce que je peux être rémunérée? Et est-ce que ça apporte quelque chose à la communauté humaine? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans mon mandat céleste? J'aime beaucoup cette expression aussi qui vient des bouddhistes, et qui rejoint, c'est la même chose. On se dit, au fond, peut-être que je suis là, enfin, je suis là pour quelque chose, pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose. C'est le sens de ma vie, et c'est quelque chose qui se découvre peut-être dans la dernière phase de sa vie. Hein? Je pense que c'est rare qu'on sache. Alors, quelquefois, si, dans la vocation, par exemple, la vocation est le signe même de quelque chose où on sent qu'on est, on est choisi pour quelque chose. Mais tout le monde n'a pas nécessairement cette idée de vocation. Hein. On tâtonne, on cherche. Bon. Mais ça se précise, je trouve, d'autant plus, et c'est très important de mettre son énergie sur ce qui correspond
à ce que j'appelle son mandat céleste. Parce que quand on est à côté, vous savez, bon, moi je travaille beaucoup encore, je fais beaucoup de choses, je suis beaucoup, surtout en ce moment, avec la promotion de ce livre par Mons et par Vaux, et les gens me disent souvent, mais où tu trouves cette énergie? Ben, je dis simplement, comme je pense que c'est ce que je dois faire, l'énergie m'est donnée. Et je sens bien que si je suis à côté de la plaque ou que je fais un pas de côté, je suis plus dans mon truc, je suis fatiguée. Donc l'énergie est donnée quand on est dans son ikigai, quand on est au service de son mandat céleste, quand on est dans ce que l'on sent devoir faire. Hein. Rechercher le sens et la valeur, le sens pour soi, la valeur pour autrui. Et ce que j'entends, c'est cet indicateur de l'énergie qui baisse, qui pourrait être un indicateur en creux de peut-être n'es-tu pas sur la... On n'est peut-être pas exactement dans son axe. Oui. Très intéressant. Pour finir, Marie de Henzel, s'il y avait une question à laquelle il vous semble essentiel de réfléchir tout au long de sa vie, avec peut-être des réponses différentes qui émergent, quelle serait cette question? Ben, il y a la question de... Voilà, évidemment, c'est qui suis-je et qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre? Je crois que c'est ça la question. Bien sûr, on me dira qu'un enfant ne se pose pas la question comme ça, parce qu'il est, voilà, il est dans cette extraordinaire phase de découverte du monde. Hein, mais en fait, ce sont quand même des questions que l'on se pose, parce que même un enfant peut se poser à un moment donné où sa vie est en danger. Il y a des enfants qui ont été malades ou qui ont frôlé un accident disent que tout d'un coup, ils se sont dit, mais qu'est-ce que je fais là sur Terre? Je suis là pourquoi? Donc, on voit bien que c'est quand même souvent les moments dans lesquels on est en danger, hein, qui vous fait vous poser cette question, mais on ne se la pose pas en permanence, hein, bien sûr. C'est la question, je crois. Et c'est probablement, pour rebondir sur ce que vous partagez là, le sens aussi des obstacles que nous traversons au fil de nos existences, ces moments un peu d'être au pied du mur et de se dire qu'est-ce que je fais, comment je transforme ce que je vis là, comment ça vient secouer finalement mon univers et qu'est-ce que je fais de cet événement qui fait trembler mes repères, comment je repars. Et donc finalement ces questions de qui suis-je et qu'ai-je à faire ici sur cette terre sont des questions qui peuvent ressurgir régulièrement. Oui, je pense que oui, ça ressurgit régulièrement. Je pense que que les épreuves justement sont là. Effectivement, il faut les. Moi, j'aime bien cette phrase que disent les psys. Ils disent que les échecs sont des réussites. Hein, que on a l'impression là, voilà, on a une grosse épreuve. Eh bien, si on le traverse, traverser. Eh bien, on découvre autre chose. On découvre pourquoi, justement, la réponse à la question qui suis-je, pourquoi je suis là, elle vient au fil du temps et elle vient aussi grâce aux épreuves. Donc finalement, la question associée à ce qui suis-je et qu'ai-je à faire ici, c'est peut-être quel est le cadeau qui se cache dans cette épreuve que je traverse ou que j'ai traversée. C'est d'ailleurs ce livre magnifique s'appelle le livre de l'épreuve de Farideh Nattar, hein, qui dit que justement, quelquefois, même il va très loin, il dit que nous appelons l'épreuve parce que nous savons qu'elle contient un cadeau. Alors c'est effectivement une phrase assez difficile à entendre, hein, mais avec du recul, peut-être qu'on peut sentir qu'elle est vraie. Merci beaucoup, Marie de Henzel. Merci à vous. Merci. Un grand merci à Marie de Henzel pour sa confiance, son ouverture et ses partages inspirants. Alors, que vous a inspiré cette conversation? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation? Et comment allez-vous vous en imprégner? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours ou dans les prochaines heures pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici?
N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation a fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Pour découvrir plus avant le travail de Marie de Henzel, je vous invite à lire ses ouvrages. Vous pouvez également visionner la conférence « Les effets délétères du déni de la mort » que Marie de Henzel a donnée en novembre 2021 lors de l'événement « La mort si on en parlait » et qui est en accès libre sur le site lamortsionenparlait.fr. En lien avec le thème de la profondeur de l'existence, de la mort ou du deuil, je vous invite également à écouter les épisodes d'Avez-vous choisi suivants, La mort si on en parlait, l'épisode 134, ma conversation avec Annick de Souzenel, l'épisode 90, avec Sandra Meunier, la Nétoile Annabelle, l'épisode 122, ma conversation avec Sarah Dumont de Happy End, l'épisode 113, ma conversation avec ma grand-mère, l'épisode 10, ou encore l'épisode 24, Monter le son de son intuition. Bonne écoute! Si vous aspirez à vous créer une vie qui vous ressemble et vous épanouisse davantage, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching, à Angers ou en visio. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous pour lever vos freins et entreprendre votre vie à votre manière pour plus de légèreté et de sérénité au quotidien, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Durant 45 minutes, nous pourrons ensemble explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez également partager cet épisode aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer autour de vous. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour aider à le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine, une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Pour ce faire, direction la page podcast de mon site orianesavoureluca.com. Et surtout, n'hésitez jamais à me partager vos questions, vos avancées, vos suggestions si le cœur vous en dit. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et à vous répondre personnellement. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?